a identifié les deux hommes comme étant José Padilla, un citoyen américain, et Binyam Mohamed, un résident du Royaume-Uni. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, « Tu vois, je t'ai dit dès le premier jour qu'à chaque question qu'on te pose, on connaît probablement la réponse. » D'après le FBI, Zubeida a affirmé que les deux hommes étaient résolus à attaquer l'Occident. Ils allaient le voir en disant « Hé Zubeida, on aimerait bien faire sauter ceci, on aimerait faire cela. » Et il nous dit essentiellement « Je n'ai pas besoin de ces deux gars-là pour aller poser des bombes, car j'ai bien des personnes capables de fabriquer des bombes et de les placer. J'ai besoin de ces gars pour les faire voyager parce qu'ils ont des passeports en règle. » Ça allait bien plus loin. Il lui avait notamment mentionné que s'il pouvait obtenir un certain genre d'uranium, il pourrait l'utiliser pour fabriquer une sorte de bombe sale qu'il ferait exploser aux États-Unis. En mai 2002, après un atterrissage à Chicago, l'Américain José Padilla a été arrêté. Binyam Mohamed, l'Éthiopien de 24 ans qui vivait à Londres depuis 8 ans, a été arrêté au Pakistan alors qu'il tentait de sortir du pays. Ça n'était que le début d'un supplice de 7 ans sur 3 continents. Binyam Mohamed dit qu'au Pakistan, il a été suspendu par les poignets, battu avec une sangle de cuir et soumis à une exécution factice. Il soutient que le MI5 était au courant du traitement qu'on lui infligeait. En 2002, les États-Unis, champions autoproclamés de la liberté et de la démocratie, ont ouvert le camp Rayon X à Guantanamo Bay, leur base navale de Cuba. Le général Pervez Musharraf a été le président du Pakistan pendant presque toute la période où on a interrogé plusieurs terroristes. Il était un allié de premier plan de l'Occident dans sa guerre contre Al-Qaïda. On a affaire à des gens malveillants et on doit obtenir des renseignements. Si on reste extrêmement correct, on n'obtient aucun renseignement. Il faut donner de la latitude aux agents du renseignement, aux interrogateurs. La fin justifie-t-elle les moyens? Pour extirper des renseignements aux terroristes présumés, peu enclins à parler? Dans une certaine mesure, oui. Les États-Unis aussi étaient résolus à tout mettre en œuvre pour contrer la menace. En 2002, les États-Unis, champions autoproclamés de la liberté et de la démocratie, ont ouvert le camp Rayon X à Guantanamo Bay, leur base navale de Cuba. Ce choix était délibéré, car cette base est à l'extérieur de la juridiction légale des États-Unis. Les détenus peuvent y rester indéfiniment, sans procès. Et le président Bush a déclaré qu'Al-Qaïda et les talibans ne seraient pas couverts par la Convention de Genève, qui soustrait les prisonniers de guerre aux sévices et à la torture. En somme, le gouvernement Bush a démantelé l'infrastructure des droits de la personne élaborée depuis 50 ans. C'est toute l'infrastructure créée dans le sillage de la Deuxième Guerre mondiale que le gouvernement Bush a essentiellement anéantie. La CIA et le renseignement militaire ont été autorisés en secret à former une nouvelle génération d'interrogateurs et à recourir à des techniques que les États-Unis n'avaient jamais utilisées. Les psychologues étaient déterminés à venir à bout des terroristes les plus entêtés en recourant aux cagoules, à la privation sensorielle complète, à la nudité, à la force physique et même à une ancienne technique de torture. Quand on a affaire à un individu très convaincu idéologiquement de par ses croyances religieuses qu'il est acceptable d'assassiner des innocents pour atteindre un objectif politique, la probabilité qu'il parle est très faible. Il faut ajouter un deuxième élément. On ne sait pas de combien de temps on dispose. Va-t-il y avoir un attentat demain ou la semaine prochaine? La Maison-Blanche voulait des résultats et on a dit à la CIA d'en obtenir par tous les moyens. Au site noir, la CIA voulait en obtenir beaucoup plus d'Abu Zubaydah. Elle s'est substituée au FBI
et elle a commencé à utiliser ce qu'elle appelait des techniques d'interrogatoire renforcées pour venir à bout de Zubeida. On a construit une cage de confinement. Dès que Zubeida était suffisamment remis, on l'attachait nu sur une chaise et on le laissait là dans un froid intense pendant 3 semaines en le privant de sommeil. Dès qu'il s'assoupissait, on lui aspergeait le visage d'eau. Alors qu'il souffrait encore de graves blessures, on l'isolait ensuite dans ce qu'on appelait la niche. On l'empiffrait et on le laissait là pendant des heures et des heures, souvent jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, dans l'obscurité complète et sous des couvertures pour qu'il ait de la difficulté à respirer et qu'il ait chaud. Est-ce de la torture? C'en est, selon moi. Et je crois que toute personne qui y pense de manière rationnelle dira que c'est de la torture. Aux États-Unis, le patron des agents du FBI, Pat Damuro, venait d'être mis au courant des intentions de la CIA. Il percevait un conflit fondamental entre l'approche strictement légale du FBI en matière d'interrogatoire et le recours à la coercition par la CIA. Ils ont dit qu'ils voulaient commencer à utiliser les techniques d'interrogatoire renforcées. J'ai alors dit à mes agents, « Rentrez, revenez. N'y participez pas, d'aucune manière, et revenez aux États-Unis. » Le FBI avait conclu que ces techniques étaient mauvaises et indéfendables. J'ai dit au directeur, « Un jour, un groupe de personnes assises à des tables de feutre vert vont témoigner devant le Congrès. Si je suis du nombre, je veux être en mesure de me lever et de dire que le FBI n'a pas participé à cette activité. » Malgré cela, la CIA a intensifié ce qu'elle appelait le programme. Elle a demandé l'autorisation de recourir à une vieille technique de torture utilisée lors de l'Inquisition espagnole et par les Khmers rouges au Cambodge. Les procureurs du gouvernement américain ont soutenu que le simulacre de noyade était légal parce que la douleur n'était ni intense ni de longue durée. Le gouvernement a simplement redéfini la torture. Combien de personnes la CIA a-t-elle détenues dans ces sites dits noirs? Pour l'ensemble du programme qui a pris fin en janvier 2009, la réponse est moins de 100. C'était un programme minutieux, très ciblé. Mais si Zubeida subit 83 simulacres de noyade, c'est de la torture, n'est-ce pas? Ça s'est passé avant mon mandat. Mais vous devez avoir une opinion. Mon opinion, c'est de ne pas avoir d'opinion, de ne pas juger ceux qui ont dû prendre des décisions beaucoup plus difficiles que celles que j'ai dû prendre. Mon opinion, c'est que je suis reconnaissant envers mes prédécesseurs, parce que s'ils n'avaient pas fait ces choix héroïques, ces décisions difficiles m'auraient incombé. Un an après l'attentat du 11 septembre, 2 attentats suicides ont détruit 2 boîtes de nuit à Bali. 202 personnes ont péri dans le brasier, de jeunes Australiens surtout et 28 Britanniques. Les agences du renseignement de l'Occident n'avaient pas réussi à prévenir un autre attentat meurtrier. Les auteurs de l'attentat étaient membres d'une organisation affiliée à Al-Qaïda, et une fois de plus, on a établi que la planification était de Khalid Sheikh Mohammed et d'Al-Qaïda. Devant de telles atrocités, les militaires américains étaient résolus à montrer ce qu'ils pouvaient faire. À la fin de 2002, le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, a autorisé l'armée à utiliser ses propres techniques d'interrogatoire agressives à sa base de Guantanamo Bay. Rumsfeld y a ajouté une note manuscrite. « Je passe de 8 à 10 heures debout chaque jour. Pourquoi limiter la position debout à 4 heures? » Et l'armée allait être moins supervisée que la CIA. On dit aux militaires entreprenants, en particulier, vous pouvez recourir aux chiens, aux gifles, vous pouvez faire ça. On ouvre une boîte de Pandore. Les militaires américains avaient un suspect de choix d'Al-Qaïda. Mohamed Al-Qahtani, appelé le détenu 63, avait été refoulé aux douanes américaines juste avant l'attentat du 11 septembre. On le soupçonnait d'être le 20e pirate de l'air.
Le détenu 63 était le premier dont j'ai lu le programme d'interrogatoire. Et ça m'a scandalisé. Même les techniques initiales étaient offensives et certainement coercitives. Et c'était le point de départ pour eux. Et ils l'intensifiaient sans cesse par la suite. Quand je lui ai parlé au début, il était en isolement. À ce stade, je crois qu'il commençait à avoir des hallucinations. Il parlait à des personnes qui n'étaient pas là. Il était désorienté quant au temps et au lieu. Al-Qahtani est le seul détenu que le gouvernement des États-Unis a reconnu officiellement avoir torturé. L'enquête officielle de l'inspecteur général du FBI décrit son supplice. Il était enchaîné et on lui attachait une laisse. On l'interrogeait pendant 20 heures et on lui mettait des sous-vêtements féminins sur la tête. C'est le genre de choses qu'on encourageait là-bas. Mais les plus graves allégations de torture de la guerre secrète contre le terrorisme ont eu lieu loin de Guantanamo Bay. Les prétendus transferts extraordinaires faisaient entrer discrètement un détenu dans un autre pays. Il y a un aphorisme à la CIA. Et si vous voulez de bons renseignements, envoyez-le en Syrie. Si vous voulez qu'il disparaisse, envoyez-le au Caire. Et si on les envoyait au Maroc, par exemple?